Si vous n'avez pas confiance dans les sondages, restez 5 minutes et on va vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent. Avec Hexagone, on s'est donné comme mission de détailler un petit peu et d'essayer de comprendre les chiffres qui circulent dans la société, dans le débat public, et les sondages en font partie. J'ai travaillé 5 ans à l'IFOP et je vais répondre à quelques-unes de vos questions sur la fiabilité des sondages, qui y répond, comment et qui sont les gens qui y travaillent notamment. Alors les sondages sont réalisés à partir d'une méthode statistique qui s'appelle la méthode des quotas. Cette méthode, elle permet d'abord, dans un premier temps, avant l'interrogation des personnes, d'établir quelques indicateurs statistiques issus de données de l'INSEE pour s'assurer de la représentativité de la population qu'on interroge. Par exemple, si on interroge 1000 personnes, on va interroger 520 femmes et 480 hommes pour essayer de s'assurer de respecter leur poids dans la population totale. Donc ça, c'est la première étape avant l'interrogation. Ensuite, le terrain d'enquête a lieu et à l'issue de ce terrain d'enquête, une fois qu'on a les 1000 réponses, on va établir un redressement statistique qui permet de corriger peut-être les défauts de cette méthode des quotas et de rétablir le poids de certaines populations pour respecter l'image de la population globale. Ainsi, par exemple, si on a trop d'électeurs Mélenchon, imaginons, on va réduire le poids de leurs réponses afin de respecter leur poids réel dans la population globale. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, oui, ils peuvent. Tout dépend du contexte. Parfois, on parle d'effet bandwagon, du train en marche en français. C'est-à-dire quand les gens vont soutenir le candidat le mieux placé. Et donc, on va avoir cet effet dans les sondages de progression d'un candidat au fur et à mesure des jours. C'est par exemple ce qu'on a vu en 2017 avec Jean-Luc Mélenchon qui a fini par dépasser Benoît Hamon, puis monter progressivement jusqu'à la fin de la campagne, en récupérant tout cet électorat potentiel de Benoît Hamon. Mais on l'a également vu en 2022, toujours avec Jean-Luc Mélenchon qui a progressé fortement à la fin de la campagne. Mais cet effet-là de bandwagon est un petit peu contrebalancé par l'effet underdog qu'on l'appelle, de l'outsider, qui est là un effet inverse, c'est-à-dire que les électeurs vont, au lieu de choisir le candidat le mieux placé, vont plutôt prendre le candidat qu'ils estiment avoir de moins de chances pour le soutenir dans sa démarche. Et c'est peut-être ce qui a participé à l'accession de Jean-Marie Le Pen en 2002 au second tour, à la surprise générale. Et qui réalisent les études, donc quel est leur parcours, notamment d'études. Alors il faut savoir que dans les instituts de sondage, tout le monde ne fait pas de la statistique. C'est surtout des personnes qui produisent les sondages, que ce soit la rédaction des questionnaires, l'analyse des résultats ou le suivi des terrains d'enquête. De manière générale, les gens qui travaillent dans les sondages ont plutôt des formations en sciences humaines, notamment étudiées à l'université, donc plutôt des niveaux de master. Ce qui permet à la fois une bonne connaissance de l'univers, de l'histoire, de la sociologie, mais aussi de l'économie, tout en ayant des qualités rédactionnelles qui leur permettent de maîtriser l'art de rédiger un questionnaire ou une note d'analyse. Voilà, c'est un peu ce qui compose les personnes qui travaillent dans les instituts de sondage. Alors, on entend souvent parler des marges d'erreur dans les sondages. La marge d'erreur, c'est une fourchette autour de laquelle un résultat, un pourcentage, peut varier selon la taille de l'échantillon. Imaginons que vous avez un candidat ou un score qui est à 30%. Parfois, il peut varier selon la fourchette, la marge d'erreur, à 33% ou à 27%. Cette marge d'erreur, c'est une expression statistique, mais qui est importante pour les personnes qui lisent les sondages comme vous, puisqu'elle va vous permettre de comprendre si un résultat est serré ou pas. Imaginons, vous avez un score en faveur d'une réforme quelconque qui est à 50%. Avec la marge d'erreur, vous pouvez vous dire que le résultat est serré, qu'il peut donc être soit minoritaire ou majoritaire selon la marge d'erreur.
Alors, l'objectif d'un questionnaire de sondage est de répondre à la fois une demande d'un client, évidemment, puisque le client voudrait investiguer tel ou tel sujet. Donc il faut que les questions aillent dans le sens de la volonté du client, tout en gardant évidemment un prérequis méthodologique, une déontologie. Pour ça, c'est assez simple. Les questions sont généralement relativement courtes. Elles peuvent parfois intégrer une petite mise en contexte pour expliquer aux personnes interrogées la démarche. Mais ce qui assure aussi surtout l'équilibre des réponses, c'est que les propositions de réponses sont souvent construites de la même façon, c'est-à-dire un oui, un non, un oui tout à fait, oui plutôt, non plutôt pas, non pas du tout. Un équilibre finalement des réponses pour que telle ou telle réponse ne soit pas favorisée par rapport à une autre. Alors, pour évaluer la fiabilité des sondages, il faut quand même rappeler une chose, c'est que les instituts de sondage ne font que environ, on estime à 10% de leur chiffre d'affaires sur les sondages que vous voyez qui circulent dans le débat public, que ce soit les intentions de vote ou tous les sondages liés à la politique ou à la société. Donc, ces études publiées ne sont finalement qu'une forme de vitrine de l'Institut vis-à-vis du monde extérieur et notamment des clients qui, eux, composent 90% du chiffre d'affaires. Donc il faut bien comprendre que l'Institut de sondage a intérêt à viser la fiabilité méthodologique la plus forte possible afin de garder une légitimité vis-à-vis d'acteurs économiques plus importants. Toutefois, il y a quand même quelques points de vigilance à avoir quand on est face à un sondage. C'est évidemment de vérifier la méthodologie, s'assurer que l'on interroge bien un nombre important de personnes. Il faut au moins que ce soit entre 500 et 1000, que la méthodologie appliquée soit représentative, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec les quotas ou d'autres méthodes statistiques représentatives. Vous pouvez aussi évidemment vous assurer de la fiabilité d'un sondage en regardant le questionnaire et en relisant les questions pour essayer d'évaluer la tendance donnée à telle ou telle question. Enfin, il existe un organe qui est chargé de contrôler les sondages, qui s'appelle la commission des sondages, et qui publie des notices. Les instituts sont obligés, notamment en période électorale, de publier la notice, la façon dont ils ont fait le sondage, que ce soit le questionnaire ou les méthodes statistiques appliquées. Tout ça pour dire que Hexagone réalise un sondage pour chacun de ces dossiers thématiques publiés tous les mois. Un sondage avec des bases qui vont de 1000 personnes à 2000 personnes. Vous pouvez retrouver très bientôt un sondage que nous avons réalisé sur les Français, le rapport des Français à Noël, qui sera publié sur notre site et nos réseaux sociaux.